Bonjour tout le monde. Du coup, je vais vous faire un petit rappel rapide sur la LOC européenne avant de vous présenter les résultats de l'enquête. Donc bon, je pense que vu que vous êtes des détenteurs de beaucoup de ruches, de toute façon, vous connaissez cette maladie par cœur, mais bon, on a tenu à vous faire un petit rappel le plus rapide possible. Donc la LOC européenne, c'est une bactérie gram-positive, donc Melissococcus plutonus. Elle est différente de la LOC américaine parce qu'elle ne développe pas de spores, mais c'est quand même une bactérie qui reste contaminante pendant plusieurs années si on n'intervient pas. Donc, il faut quand même tenir compte de ces éléments-là. Elle touche les larves, vous le savez, donc le couvain ouvert, vers 4-5 jours à peu près. La larve, elle meurt à peu près en 1 à 2 jours avant operculation. Ça peut toucher les 3 castes et ça se transmet, vous le savez, d'abeilles en larve, de larve en lèvre, etc. Alors, il y a 3 groupes génétiquement distincts de LOC européenne. Il y a une souche typique non virulente, donc CC13. Il y a une souche typique virulente, CC3, c'est celle qu'on a le plus classiquement, et une souche atypique très virulente, où on commence à avoir des publications sur l'impact de cette LOC européenne atypique. On a plusieurs facteurs de pathogénicité, ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez, certaines souches ont la capacité de s'attacher plus facilement, d'être plus toxiques, etc. Et ce qui caractérise notamment la souche atypique, c'est une toxine, mélissotoxine, qui fait que la larve meurt très, très rapidement. Alors, les symptômes cliniques, je vais passer vite. Vous le savez, on vous diffusera si vous voulez le PowerPoint. Ça fait que ça atteint les larves. Donc, on a les larves qui vont changer de couleur progressivement pour devenir finalement une bouillie larvaire. La particularité par rapport à la loque américaine, c'est que ça forme une écaille à la fin, mais qui n'adhérera pas finalement au fond de la cellule. Donc, ça, c'est une distinction importante. Les larves filantes classiques de la loque américaine, c'est quelque chose finalement qui est pas si pathognomonique toujours que ça, parce qu'on se rend compte, c'est l'étude ECLEA, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'étude ECLEA, c'était une étude qui avait été faite en France sur des cas de loque européenne atypique, qu'on pouvait trouver des larves filantes finalement dans presque 40% des cas, sur plus de 20 cm, dans des cas de loque européenne atypique. Sinon, il peut arriver que les larves meurent du coup après operculation. Donc ça aussi, ça peut du coup faire qu'on peut avoir confusion entre la loque américaine et la loque européenne. Et ça avait été démontré dans l'étude aussi ECLEA que dans les cas de loque européenne, on avait finalement le couvain fermé qui était atteint dans 100% des cas, avec une opercule affaissée percée, et que du coup 46% de ces cas-là avaient une consistance filante. Donc c'est en ça que finalement le diagnostic clinique parfois peut porter confusion entre loque américaine et loque européenne. Donc on en reparlera plus tard. La dose infectante, il faut moins de 100 bactéries finalement pour déclencher des symptômes sur une larve, et puis plus de 200 bactéries pour conduire à la mort. Vous avez à droite une petite photo finalement d'une larve qui va bien à gauche et puis d'une qui est malade à droite, avec en dessous finalement des coupes histologiques pour voir un petit peu la distinction entre les deux. On voit bien l'écrasement de la larve, comme on le disait tout à l'heure. Et puis derrière, ce qu'on voit en bleu sur la photo, finalement, c'est des amas de bactéries qui ont réussi à coloniser l'intestin de la larve et qui finalement ont entraîné sa mort par inanition. L'incubation est à peu près 3 jours pour la loque européenne. Donc, je vous le disais, elle se multiplie finalement dans la lumière intestinale et puis elle meurt vers 5 jours à peu près. Pour une infection, comme on le disait tout à l'heure, par une souche hautement virulente, finalement, la barrière intestinale est vite dégradée par notamment la toxine dont vous parliez tout à l'heure, et ce qui fait que ça va un peu plus rapidement. Sur les conséquences sur l'adulte, peu de conséquences, mais on peut quand même avoir finalement des adultes qui auraient été contaminés étant jeunes et s'en seraient sortis, qui seraient de taille réduite par rapport aux autres. Alors 2 situations, soit finalement, on peut avoir une guérison progressive sur les colonies si si finalement, il y a un équilibre qui s'établit. Et puis par contre, si le couvain est trop touché, finalement, on va avoir un problème de renouvellement d'abeilles, donc vous connaissez ça par cœur, un affaiblissement et puis la mort finalement on peut arriver jusqu'à la mort de la colonie. Au niveau de transmission, vous voyez, elle peut passer de cellule en cellule. Derrière, vous avez les cellules qui sont contaminées, les nettoyeuses qui peuvent se contaminer, les nourrices aussi, et puis finalement, ça peut se propager très rapidement dans la colonie. Alors, en termes de co-exposition, il y a pas mal de choses qui se disent. C'est vrai que fréquemment, on retrouve Bacillus alvei. Donc, c'est pas Bacillus de la loque américaine, hein, c'en est une autre, hein, qui est souvent présente, qui est naturellement présente finalement dans le couvain. Et elle se développe finalement dans les larves mortes atteintes. Et puis, c'est celle qui est responsable finalement de l'odeur particulière qu'on peut rencontrer normalement dans des cas de loque européenne également.
Elle avait été retrouvée dans l'étude ECLEA, donc faite en France, dans 92% des échantillons. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ils avaient fait aussi des analyses virologiques dans cette étude-là, et on se rendait compte qu'on retrouvait très régulièrement des virus, hein, comme dans beaucoup d'échantillons, mais que les charges virales étaient faibles et inférieures au seuil où on estime que c'est dangereux finalement pour la colonie. Sinon, sur une autre étude, en fait, on se posait des questions de savoir s'il n'y avait pas finalement des co-infections qui expliquaient finalement ces symptômes un petit peu atypiques. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites, hein, qui ont montré finalement que quand on mettait Meliscococcus toute seule ou associée finalement à d'autres bactéries, bah, les symptômes, on les avait dans les deux cas. Donc c'est vraiment Meliscococcus, donc la bactérie de la loque européenne, qui est responsable des symptômes qu'on observe. Ce qui peut se passer, c'est que quand il y a des co-infections, finalement, on pourrait avoir des symptômes un petit peu fluctuants. Dissémination, vous connaissez ça par cœur, hein. Enfin, par les pratiques apicoles, déjà, on peut être source de contamination. Et puis, bah, les bactéries, forcément, elles-mêmes peuvent, enfin, les colonies entre elles peuvent se contaminer assez facilement par la dérive, par le pillage, etc. Donc, c'est en ça que bah, on vous a posé pas mal de questions sur le questionnaire pour essayer d'identifier des facteurs de risque. Sur la prévalence clinique en France, donc ça, c'est l'étude EpiLobby qui avait été faite sur 2012-2013. Je ne sais pas si, enfin, dans plusieurs secteurs de France. Donc finalement, je vous ai mis sur les différentes périodes bah, les ruchers confirmés cliniquement atteints et les ruchers suspects. Et on voit bien que c'est quelque chose enfin, c'est une bactérie qui est quand même très présente dans les ruchers en France, hein. On tourne suivant les périodes, on tourne jusqu'à parfois 7 à 10% de ruchers qui ont été identifiés comme contaminés suite à cette étude-là. Donc, on sait que c'est une bactérie qui est présente, qui pose des problèmes aux colonies. C'est en ça que, bah, vu vos remontées terrain, bah, on s'est intéressé à ce questionnaire l'année dernière. Au niveau diagnostic, plusieurs façons de faire. Vous avez les diagnostics rapides qui existent sur le marché, qui coûtent à peu près 20 €. Je ne sais pas si vous les avez déjà utilisés pour certains. Alors, je vous ai sorti le résultat d'une étude de la fiabilité de ces diagnostics rapides par rapport à des diagnostics de laboratoire. C'est une étude qui a été faite par le fournisseur même, hein, du diagnostic rapide, donc bon, quand même à prendre avec des pincettes aussi. Alors, ils avaient mis des échantillons, donc EFB free, donc c'est finalement des échantillons sans loque européenne, des échantillons contaminés de loque américaine en dessous, et puis en dessous des contaminés de loque européenne. Donc, vous avez les nombres d'échantillons, et finalement, derrière, dans quel cas il est retrouvé positif ou négatif. On voit que ce n'est pas parfait, mais les résultats sont plutôt quand même assez bons. Et en dessous, je vous ai mis un résultat finalement de laboratoire, hein, finalement, où on va avoir plus de détails sur ce qui se passe cliniquement. Derrière, vous voyez que bah, il n'y a pas que la loque européenne qui va être recherchée. Ils vont rechercher bah, forcément la loque américaine, mais aussi toutes les bactéries qu'on pourrait retrouver dans les échantillons. Et notamment, là, c'est un cas, finalement, on avait retrouvé aussi des spores de Bacillus alvei, comme on en parlait tout à l'heure, les co-infections assez fréquentes. L'avantage de ce diagnostic-là, c'est qu'il est plus complet, donc on est sûr de passer à côté de rien, et bah, forcément, il est plus fiable. Et pour vous donner un ordre d'idée, il coûte 40 €. Quand vous cherchez de la loque européenne en kit rapide, forcément, ça cherche que la loque européenne, et c'est déjà la moitié du coût, finalement, d'une analyse bactério classique. Voilà un petit tour rapide, finalement, de la loque européenne. Je pense que maintenant, vous êtes intéressé par les résultats du questionnaire, puis je vais laisser la main à Johanna pour la suite. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'enquête qui est passée vers les plus de 50 porteurs de plus de 50 ruches, pardon. Évidemment, donc, il y aura une présentation rapide des réponses, du contexte, et puis après, ce qu'on a pu trouver dans le cas de l'enquête comme facteur aggravant, ou en tout cas qui semblait aggravant dans l'enquête. Donc, c'est passé auprès des plus de 50 ruches. Donc, forcément, la majorité des personnes qui ont répondu ont entre 50 et 200 ruches. La plus grande majorité est quand même sur les porteurs de plus de 200 ruches. Donc, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a eu tout type de catégories de représentées dans l'enquête. Majoritairement, la mise en évidence de loque européenne dans l'exploitation, elle est plus présente sur les cheptels de plus de 200 colonies. Et donc, on voit clairement hein, sur le graphique que plus on a de colonies, plus l'apiculteur ou l'apicultrice identifie des cas de loque européenne. Donc, en violet, hein, sur le graphique, c'est les cas de loque européenne identifiés, et en vert, il n'y a pas eu de cas de loque.
Donc après cette identification de loc européenne, dans les questions, on s'est intéressé au fait de savoir si ce cas était récurrent ou pas dans les années. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un fort pourcentage de récurrence donc pour 15 répondants, donc 60% des répondants. Donc c'est quand même pas mal. Et il y avait des personnes qui ne savaient pas identifier si c'était récurrent ou pas. Donc sur la récurrence, pour vraiment essayer de graduer le cas d'infection de loc européenne et la récurrence, on a classé les cas sur 4 typologies. En vert, donc, vous avez les exploitations qui n'ont jamais eu de cas de loc depuis 3 ans. En rose et en bleu, vous avez des exploitations qui ont eu des cas de loc européennes depuis entre 0 et 3 ans écoulés. Et on a une proportion du rucher qui est entre 0 et 10% d'atteinte. En rose, vous allez avoir également entre 0 et 10% d'atteinte, mais ça va être récurrent. C'est-à-dire que tous les ans, la personne va retrouver de la loc européenne dans son exploitation. Et en violet foncé, donc vous allez avoir un cas de loc. Ça parle? Pardon, j'entends pas. Je vois pas du coup. Je sais pas si quelqu'un va intervenir. Non, vas-y. Je te dirai pour le chat Okay. si tu veux. D'accord? Ok, merci. Donc en violet foncé, vous avez donc des cas de loc depuis moins de 3 ans, toujours entre 0 et 3 ans. On a une proportion par contre plus importante au niveau du cheptel, donc c'est entre 10 et 30% des colonies qui sont atteintes, donc c'est conséquent. Et surtout, c'est toujours récurrent. Donc on voit là bien que toujours pareil, on retrouve sur la proportion des colonies, si on est donc supérieur à 200, on se rend compte que ça va être dans ce type d'exploitation qu'on va retrouver le plus de cas, mais aussi le plus de récurrence, donc les cas les plus problématiques. Joanna, je peux donner Oui. juste une précision? Il y a un point qui est quand même, il y a juste un point qui est important quand même par rapport à cette récurrence et les plus de 200 colonies. Vous avez remarqué, il y a 25 personnes qui ont répondu qui avaient des symptômes de loc européenne et 6 qui ont répondu qui n'en avaient pas. Donc il y a une petite disproportion et beaucoup d'apiculteurs s'inquiètent de la loc et donc ont utilisé l'enquête pour aussi le rapporter. C'est aussi pour ça qu'on a obligatoirement dans les plus de 200 colonies des gens qui ont répondu pour signaler le problème. Donc ça biaise un tout petit peu quand même le résultat et la statistique. On y reviendra à la fin, mais il faudrait qu'on ait un peu plus de répondants, ça c'est une certitude, et aussi plus de répondants qui n'en ont pas. C'est important. D'accord? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une très bonne précision. L'enquête, elle était sur la loc européenne et c'est vrai qu'on a eu peu de répondants qui n'en avaient pas et en effet, il y a forcément un biais. Donc, sur ceux qui avaient des cas de loc, on leur a demandé à quelle période ça se manifestait. Donc, majoritairement, c'était au printemps et en été pour certains et sur toutes les saisons pour d'autres. C'était variable. Enfin, c'était été-automne, printemps-automne. Il n'y avait pas forcément de période définie. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, Caroline, il y a des tests rapides qui existent pour les cas de loc européennes. Donc, on s'est demandé si les personnes qui avaient des cas de loc se basaient sur quelque chose de visuel, de ressenti, ou si, en plus de cette suspicion, il y avait des analyses qui étaient faites. Donc, il y a des analyses rapides qui ont été faites un petit peu. Il y a également des tests en laboratoire et des tests rapides confirmés ensuite par un test en laboratoire. Donc, il y a quand même des analyses de faites. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Peut-être que l'avantage de l'analyse en laboratoire, même si elle est un peu plus coûteuse, c'est qu'elle va vraiment vous faire une recherche bactério complète. L'avantage du test rapide, c'est que son coût est quand même 2 fois moins élevé. Donc là, on va arriver dans... Oui. Non, c'est juste pour compléter. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont faites, mais en fait, c'est plutôt dire que 40% des apiculteurs ont déjà réalisé une analyse. Ça ne veut pas dire que 40% des cas de loc ont été testés, quoi. Donc, il y a une connaissance relative des analyses possibles, mais il y en a, à mon avis, très peu qui sont faites sur le terrain, quoi. Sur les facteurs de risque, donc c'est ce qui ressort de l'enquête, qui a été identifié comme potentiellement à risque, une conduite à risque pour la prévalence de cas de loc.
qu'on avait demandé aux personnes répondantes de nous dire si elles utilisaient des grilles à rennes et si oui, comment. Donc, si elles les mettaient tout de suite au-dessus du corps dès la première hausse ou si c'était une utilisation un petit peu fluctuante, donc parfois dès la seconde hausse ou pas sur toutes les récoltes, et s'ils ne l'utilisaient pas du tout. Donc, en fait, l'utilisation de grille à rennes en systématique, donc c'est vraiment dès la première hausse. Parfois, ça va être, donc, ce que je vous disais, fluctuant. Et puis après, il y a des personnes qui ne l'utilisent pas du tout. Et donc, on s'est rendu compte dans le cas de l'enquête que alors, c'est toujours ce que vous disiez, Gérald, c'est toujours à prendre quand même avec modération, parce qu'il y a un biais sur le fait de dire que on a peu de répondants qui n'ont pas eu de cas de loc. Mais toujours est-il que si les personnes n'utilisaient pas de grille à rennes, on avait une prévalence de cas de loc européen. On a repris. Pour compléter, c'est l'utilisation de grille à rennes. En fait, il y a moins de cas il y a moins de personnes impactées par la loc européenne chez les personnes qui utilisent des grilles à rennes, d'après les résultats qu'on a pour le moment, quoi. Ouais. Oui, c'est mieux de le dire dans ce sens-là. Je sais pas si on a été clair. C'est vrai. Et donc, on a repris la même graduation. Donc, vert, on n'a jamais eu de cas de loc depuis 3 ans. Bleu et rose, on a eu des cas de loc avec une proportion inférieure à 10% donc des colonies. Mais rose, donc c'est les cas qui sont récurrents chaque année. Et donc, le violet foncé, là, on a entre 10 et 30%. Mais c'est récurrent vraiment. Voilà, on a une récurrence. Et le cheptel qui est touché assez fortement. Et donc, pareil, là, on a constaté avec la problématique de la récurrence que dans le cadre de l'enquête, toutes les personnes qui utilisaient donc une grille à rennes dès la première hausse étaient moins sujets à avoir de la récurrence. Après les grilles à rennes, on s'est également intéressé à la gestion des hausses après la récolte, donc savoir si il y avait plutôt donc du léchage sur rucher récolté ou sur ruche récoltée, ou si c'était du pillage qui était pratiqué, donc du pillage soit sur un emplacement central, soit sur un emplacement commun, soit sur d'autres ruchers. On a regroupé toutes ces réponses et on s'est aperçu donc qu'il y avait parfois des personnes qui utilisaient du léchage sur certaines récoltes et qui pouvaient faire piller, par exemple, à la toute fin de l'année, de la saison, et puis des personnes qui faisaient piller tout le temps. Donc le léchage plus le pillage a été regroupé dans le graphique du haut uniquement sur la méthode avec du pillage, parce qu'au final, on s'est quand même dit que la traçabilité au niveau des hausses et des cadres était moins évidente si on avait du léchage d'un coup, puis après du pillage à la fin. Et donc, on se rend compte que, pareil, les cas de loc européennes sont moins présents quand on pratique le léchage et un petit peu plus quand il y a du pillage. Et quand on fait la récurrence, on se rend compte que, pareil, le pillage, on a les cas les plus forts, entre 10 et 30%, et beaucoup de récurrence. On s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui va ressortir, hein. Il y a beaucoup de pratiques différentes et on s'est rendu compte de la multiplicité des cas. Et ça permettra aussi de faire avancer les prochaines enquêtes par rapport à ça. On sera un peu plus précis sur les questionnaires, notamment concernant le léchage et le pillage, on précisera mieux. C'est vrai. Mince. Bon. Donc là, normalement, je dis mince parce que donc là, vous voyez le graphique avec oui dès la première hausse, oui dès la seconde, c'est toutes les utilisations non systématiques de grille à rennes. Et il n'y a pas du tout d'utilisation de grille. J'avais fait un autre graphique où et après, on s'était intéressé donc dans le questionnaire aux mesures de lutte qui étaient mises en place par les apiculteurs touchés. Donc là, on s'est aperçu également qu'il y avait énormément de mesures de lutte, que généralement, c'était des mesures qui ne venaient pas toutes seules. Il y avait beaucoup de regroupements entre ces différentes mesures. Les plus majoritaires, on va dire, c'était de transvaser la colonie sur cerveau frais, de retirer les cadres de couvain uniquement et le changement de reine. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, il y a des méthodes qui sont regroupées. On a quand même essayé de voir en termes d'efficacité s'il y en avait une sur les prévalences de cas de loc. Il y a des apiculteurs qui euthanasient donc systématiquement leur colonie dès qu'ils ont un cas de loc.
on s'est aperçu que l'euthanasie systématique était peut-être, semble en tout cas impressionnante, mais elle a l'avantage d'être très efficace parce qu'on a constaté qu'il n'y avait aucune récurrence. Donc là, vous retrouvez dans le schéma la catégorisation. Donc le violet foncé où on a de la récurrence et donc toujours une proportion plus importante de ruchers et de colonies atteintes. En rose, donc une proportion moins importante, mais une récurrence. Et en bleu, pas de récurrence. Le transvasement sur cire gaufrée uniquement et le retrait de couvain, donc vous voyez, ça fonctionne. Ça semble en tout cas fonctionner dans les cas présents. Mais quand on les associe, retrait de couvain et transvasement, et ben on passe sur des récurrences. On peut potentiellement pas trop vous donner de certitude sur une méthode et se dire cette méthode-là, elle marche et allez-y. Par contre, on peut voir qu'un retrait, un transvasement et un changement de reine sur les réponses, c'est ce qui semble fonctionner, en tout cas sur la diminution peut-être de la récurrence. Quand on les cumule, on peut peut-être un petit peu mieux se rendre compte. Et on voit bien que donc c'est ce que toutes les méthodes avec du transvasement, donc c'est transvasement, retrait de couvain et changement de reine, c'est ce qu'on voyait précédemment. Vous avez le bleu qui augmente, donc c'est-à-dire que les cas de LOC qui ne sont pas récurrents augmentent quand on fait cette méthode de lutte. La question qu'on se pose et qu'on va se poser, qu'on va sans doute essayer d'améliorer dans les enquêtes suivantes, c'est évidemment que l'euthanasie systématique, il n'y aura pas de récurrence, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Ça va dépendre de la vitesse d'euthanasie sans doute et du risque de transmission, mais tout tourne autour de ça. C'est éventuellement, est-ce qu'il y a de nouvelles colonies qui sont contaminées parce qu'il y a un délai avec le transvasement, avec les risques de recontamination, avec les contaminations interruchées peut-être. Enfin, c'est des tas de questions qu'on se pose. L'euthanasie étant définitive, si elle est appliquée directement, sans doute que c'est pour ça qu'il y a moins de récurrence par la suite, parce qu'on évite des souches, enfin des colonies qui contaminent d'autres colonies et qui maintiennent l'infestation dans le cheptel entier en fait. Mais ça c'est à affiner aussi avec les études suivantes. Ça fait une merci, ça fait une très bonne conclusion parce que c'est une très bonne transition pour la conclusion. Merci. Donc ce qui était important, en tout cas là, ce qu'on a mis en lumière et dans le cadre de l'enquête, donc c'était de se dire que l'utilisation de grille à reine en systématique diminuait les cas de LOC. Donc moi je trouvais ça assez impressionnant et assez intéressant. Et puis je vais certainement vous laisser la parole et la présentation, Gérald. Je sais pas, et Maud, comme vous préférez pour là je la mets en grand. Voilà, présentation, je vous vois plus, mais normalement vous devez le voir. Ouais, c'est bon. Ok, je vous laisse présenter, puis vous me direz quand pour passer les diapos. Ok. Pour 2023, on a plusieurs objectifs. Un de nos objectifs, ça va être de croiser l'enquête avec des investigations de terrain qu'on compte faire via le dispositif OMA. Pour pouvoir avoir des investigations de terrain qui sont pertinentes, il faut vraiment qu'on ait des déclarations qui soient rapides. Ça veut dire que dès que le constat de trouble, il faut le déclarer pour qu'on ait une investigation de terrain et qu'on puisse faire des analyses qui soient les plus pertinentes possibles. Si on vient faire les analyses, on va dire, parce que vous avez constaté le trouble il y a 1 mois, la pertinence de faire des analyses, elle n'est plus là. Et après, on veut aussi croiser toutes les données environnementales qu'on va récolter donc via les questionnaires d'enquête d'OMA et voir si on peut faire ressortir quelque chose au niveau copathogène, au niveau contaminant récurrent. Au niveau environnement, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir? Donc ça, c'est un petit peu notre objectif. Et donc il y a un nouveau questionnaire qui va être qui va vous être envoyé bientôt pour 2023. Le questionnaire
c'est pas parce que vous n'avez pas répondu en 2022 que vous ne pouvez pas répondre en 2023. C'est au contraire, il nous faut vraiment, comme disait Gérald, des réponses, y compris de témoins négatifs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu de cas. C'est important aussi qu'on ait des réponses de pratique, de tout sur des personnes qui n'ont pas eu de cas. Et donc, il y aura des nouvelles questions et il y aura les questions qui sont identiques à 2022. Donc, vous allez avoir ça bientôt et c'est vraiment important qu'on ait le plus de réponses possibles parce que, comme l'a dit Gérald, c'est vrai que notre échantillon était petit, donc il y a des tendances qui ressortent, mais on veut voir si ça se confirme sur un échantillon plus grand. Je précise que ce que Maud est en train de dire, c'est quand on veut éventuellement montrer qu'une technique est adaptée pour lutter contre quelque chose, il faut aussi que cette technique-là, réellement, chez les gens qui n'ont pas de loc européenne, cette technique-là soit utilisée de manière plus systématique. Et en comparant les effectifs avec et sans, ça permettra un peu d'affiner les choses. J'étais pas du tout sur la première diapo. Mais j'ai l'impression qu'il manque des diapos. Ah, pardon, mais oui, non, c'est que ça. la présentation a commencé, pardon. D'accord, par la fin. Ok, c'est pour ça. Voilà. Bon, désolé. On reprend. Bon, de toute façon, les diapos peuvent se lire un petit peu dans tous les sens. Hein. Donc, dans ce qui a été identifié dans le questionnaire, vous êtes quand même beaucoup à avoir répondu qu'il y avait une récurrence qui était fréquente. On avait aussi qu'il y avait une disparité entre les méthodes de lutte, entre l'euthanasie, le transvasement et les combinaisons, les retraits. Enfin, tout ne se vaut pas en termes de méthode de lutte. Et ce qu'on voudrait confirmer par la suite, c'est dans le questionnaire, le rôle de la grille AREN, puisque chez les non-touchés, on a 70% qui utilisent la grille AREN. Et aussi, comme l'a dit Gérald pendant la présentation, cette histoire de pillage, l'impact du pillage des hausses. Et notre question se demandait si dans les réponses, les gens qui ont répondu, il n'y avait pas une confusion entre le pillage des hausses. Et donc, la question, c'est le pillage des hausses sans utilisation de grille AREN semble favoriser contamination et récurrence. Donc voilà, suite au questionnaire 2022, on a des questions nouvelles pour 2023 dans le questionnaire. Les points faibles, comme on l'a dit, c'était une enquête à petite échelle avec seulement 31 apiculteurs qui ont répondu. Donc, faire des statistiques sur un petit effectif, c'est un petit peu la limite de la statistique. Et notre échantillon négatif, donc, il était seulement de 6 répondants. Donc là, c'est vraiment faible et là, on touche un petit peu la limite pour identifier des facteurs de risque. Donc, on a besoin de consolider. Et déjà, sur un petit effectif qu'on avait, on voit que déjà, il y a vraiment une grande disparité dans ce qui est fait sur le terrain entre les pratiques de prévention et les pratiques de lutte. Donc, ça complique un petit peu la compréhension et l'interprétation du phénomène. Donc, les perspectives, c'était le questionnaire, comme je vous l'ai dit, qui est 2023, qui va être revu suite aux réponses de 2022. Les nouveaux répondants sont les bienvenus. Il y aura des questions de 2022 qui leur seront reposées, donc comme ça, on pourra quand même les intégrer. Et ceux qui ont répondu en 2022, il faut absolument répondre au questionnaire également, puisqu'il y a des nouvelles questions. Et ça va permettre aussi un suivi dans le temps de la situation. Sur 2023, on veut voir investiguer sur des facteurs de risque qui sont suspectés. Donc, on a dit l'environnement, éventuellement une sensibilité de génétique, une sensibilité par rapport à certaines souches. Quelles sont les pratiques à risque? Et enfin, éventuellement, voir un petit peu au niveau de l'impact économique sur vos exploitations de la LOC européenne, essayer de mesurer et chiffrer un petit peu ça. Je vais apporter juste une précision par rapport aux analyses de laboratoire. On parle de sensibilité génétique. Il faut savoir aussi que quand on envoie les analyses en laboratoire, il peut y arriver, et surtout si on les prévient qu'il y a ce type d'enquête,
qui collectent des échantillons de bactéries et qui les conservent. Ils font un genre de bibliothèque des bactéries. Et par la suite, ça peut toujours être réutilisé pour justement analyser l'aspect génétique, les 3 souches que Caroline a évoquées au point de départ. Donc, c'est toujours intéressant aussi pour des labos comme, alors quand c'est l'ANSES, hein, mais on peut toujours discuter avec eux. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'envoi d'échantillons pour qu'ils fassent un peu de la collecte d'échantillons et par la suite, pourquoi pas de la réutilisation s'il y a des cas qui ressortent vraiment de manière importante. Donc ça, c'est important aussi de passer par les labos officiels par rapport à ça. Voilà. Ça, j'ai déjà dit, c'est les perspectives, donc croiser les retours de l'enquête avec les investigations de terrain. Donc, on vous invite, hein, si vous constatez des cas de LOC européenne, à déclarer rapidement pour qu'on puisse investiguer rapidement. Même chose, ce qu'on avait discuté aussi. Donc, on vous rappelle que dans le dispositif OMAA, il y a des possibilités d'analyse. Donc, dans des cas bien particuliers, dans un contexte bien particulier, déclaration rapide, gestion varroa quand même qui doit être faite sous certaines conditions efficaces, etc. Il y a des analyses qui sont permises à la fois bactériologiques, hein, agents pathogènes, mais aussi environnementales. Et dans une des questions qu'on se pose sur la LOC européenne et où on n'a pas vraiment, au travers de l'enquête, on n'a pas vraiment la réponse, l'aspect environnemental, on s'était dit que justement, ça aurait permis de valider justement la recherche un peu plus de l'aspect écotoxique sur l'impact des LOC européennes. Pour ça, il faut obligatoirement, comme Maud l'a dit, que les cas soient déclarés rapidement, ou en tout cas qu'on soit bien en concordance avec la survenue du cas et l'environnement qui était présent au moment de la survenue du cas. Donc s'il s'écoule plus d'1 mois entre le moment où le diagnostic a été suspecté par la suspicion a été faite par l'apiculteur et le moment où on va faire les prélèvements, mais obligatoirement il peut y avoir des changements, des pertes en termes d'écotoxiques et donc on n'aura pas une viabilité, une fiabilité des résultats intéressantes. Donc la rapidité va être importante sur les déclarations et sur les prélèvements. Voilà. Et sur OMA, en plus, si elle... Vas-y. Par contre, sur OMA, il ne faut pas être pressé pour avoir les résultats parce que forcément, on envoie les échantillons en volume. Donc, on n'a pas les résultats tout de suite. Et par contre, rien n'empêche de se dire, tiens, j'ai envie de savoir, on peut lancer quand même une bactérie en amont pour avancer sur le diagnostic de certains cas, quoi. Même si elle ne sera pas prise en charge dans ces cas-là par OMA. Mais au moins, on aura les échantillons et puis derrière, après, on pourra faire les analyses qui sont un peu plus compliquées et un peu plus coûteuses, quoi. Oui, donc moi je me posais la question en ce qui concernait la partie justement environnementale, s'il y avait eu des informations donc d'entre ceux qui transhument et ceux qui ne transhument pas, et puis aussi par rapport à ceux qui font aussi de la pollinisation, parce qu'on sait très bien que des pollinisations longues, on a des problèmes, disons, ce qu'on a de manque de diversité pollinique. D'ailleurs, sur Mesococcus, souvent les facteurs favorisants mettaient en évidence au printemps un manque de protéines. Donc, c'était la question si, disons, ça allait être affiné pour savoir les apiculteurs qui, disons, transhumaient et à quel endroit éventuellement ils constataient ces problèmes-là. Oui, je vais répondre, hein, tu as raison. Pour avoir relu le questionnaire là, avec Caroline, Maud et Johanna, on va réinsister sur cet aspect des miellés des miellés ou des pollinés au moment des survenues des cas. Parce que on s'aperçoit que c'est compliqué d'avoir des réponses qu'on puisse interpréter derrière. Donc le questionnaire a été revu dans ce sens-là. Et notamment aussi sur à la fois les carences, mais aussi le type d'environnement qui était présent au moment de la survenue des cas. C'est là où il faut vraiment aussi des constats rapides et des déclarations rapides. Il ne faut pas qu'on se perde dans le temps. On est bien d'accord. Ludovic, tu voulais poser une question également? Oui, moi, tu parlais de l'environnement. Moi, je pense que ce qui serait déjà intéressant, c'était l'environnement de l'intérieur de la ruche, c'est-à-dire la problématique de la cire. Et puis, moi, c'était aussi les traitements varroises sur les types de produits qui sont utilisés. Alors, pour avoir entendu dire qu'il y a des gens qui ne voulaient pas utiliser Apitras parce que par rapport au contenant de la lanière, ils se posaient des questions si c'était avait pas un impact justement sur les problématiques de couvain. Et puis la troisième chose, c'est que trouver des gens qui n'ont pas de problème de LOC européenne, s'il y en a, tant mieux.
que je m'aperçois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des fois des survols de leur couvain. Et donc, moins on cherche, moins on trouve, moins on Je voit. vais commencer à répondre, puis je laisserai la parole. Ouais. Et alors, Catherine a parlé des conditions météo aussi. Ce sera une question Ouais. intéressante. Pour les cires, on complète l'enquête. C'est une bonne remarque. On va compléter l'enquête sur l'origine des cires et éventuellement les apiculteurs qui pratiquent des contrôles de leurs cires. Donc ça, c'est quand même un point qui serait intéressant justement dans les milieux professionnels, quand même d'avoir des analyses de leurs cires. Ça fait partie quelque part du suivi à avoir. Mais donc ça a été pris en compte dans l'enquête et sera pris en compte aussi dans les investigations, pas obligatoirement analytiques, mais en tout cas sur l'origine et la traçabilité des cires. Pour les médicaments, il y a un point auquel l'enquête répond quand même quelque part. Ça voudrait dire qu'il y a des contaminations, et notamment des cires. Les médicaments peuvent contaminer les cires par leurs résidus, mais ça voudrait dire aussi, puisque tu as parlé de l'apitrase, qu'on devrait avoir plutôt une récurrence des cas au moment où on applique les médicaments quand même, puisque c'est le moment où il y aurait le plus d'impact du médicament, et donc en fin de saison, alors que ce n'est pas le cas dans l'enquête. Le printemps reste quand même la majorité des cas qui sont découverts. Donc, à voir, mais ce n'est pas la première piste qu'on aurait quand même par rapport à ça. Et alors, pour retrouver des cas d'apiculteurs où il n'y a pas de LE, il faudra voir un peu, on peut classifier quand même les choses. Peut-être que tout le monde en a quelques cas, c'est tout à fait possible. Je pense que sur 600 ou 1000 colonies, il doit bien y avoir quelques cas qui traînent et qui ne sont peut-être pas considérés comme importants par l'apiculteur, qui les détruit majoritairement tout de suite, peut-être dans ces cas-là. C'est là où ce serait intéressant, c'est de voir par rapport à la prévalence, sans dire qu'il n'y en a pas, le fait qu'il y en ait très peu, et c'est là où on aimerait bien avoir des pourcentages un peu plus fiables. Ça permettra quand même d'établir des comparaisons entre des cheptels où vraiment la prévalence est de plus de 10 ou 30% dans certains ruchers, et où des cheptels où on en a vraiment que 2-3% sur toute l'année dans tous les ruchers. Donc c'est des choses qu'on pourra comparer quand même quelque part. Enfin, sur l'origine des cires, il y avait déjà des questions. En fait, c'est juste que, on vous a pas remis, finalement toutes les questions qu'il y avait parce que le questionnaire était déjà long. C'est qu'on n'a pas forcément pu identifier de différences significatives finalement entre les personnes qui n'ont soit pas de LOC européenne, soit qui en ont très peu versus ceux qui en ont beaucoup et qui ont de la récurrence. Donc, c'est vrai qu'on avait des questions sur la génétique, on avait des questions sur les zones et les carences en pollen, on avait des questions sur l'environnement, on avait des questions sur les cires, mais c'est vrai que ça ne ressortait pas forcément du fait effectivement qu'on n'avait que 31 répondants. Après, on avait initialement voulu mettre le questionnaire que pour les 50 ruches et plus, pour éviter le biais effectivement des petits détenteurs qui parfois peuvent passer soit à côté d'une LOC européenne, que ce soit par le fait qu'ils ne l'aient pas vu et qu'ils ne sont pas suffisamment examinés le couvain, ou tout simplement parce qu'ils n'en ont pas la connaissance et qu'ils auraient pu confondre avec d'autres problématiques, quoi. Donc, c'est en ça qu'on voulait vraiment éviter ce biais-là et de se dire, tiens, si on a sur des 50 ruches et plus, logiquement, voilà, c'est un peu plus surveillé et on est plus sûr des conclusions, quoi. Est-ce que les conditions météo influent sur le développement des locs? C'est la difficulté de mettre une saison en fait en face de résultats. On sait très bien que des saisons compliquées, on va avoir plus de soucis sanitaires, suite à des événements de météo compliqués. Il faudrait qu'on arrive effectivement à le matérialiser entre guillemets, mais c'est pas évident. Ce qu'on pourrait envisager, c'est, parce que c'est quand même important, mais ça, on pourrait peut-être le récupérer, cette info-là, on pourrait plus la récupérer de manière valable a posteriori. Avec les stations météo maintenant, on l'avait fait là une année quand il y a eu les cas de famine ou les hivernages compliqués. On peut récupérer l'année météorologique et voir un peu si on a une année où, par exemple, il a beaucoup plus plu, beaucoup plus fait froid, ce genre de choses, s'il y a des épisodes un peu particuliers au moment où il y aurait les locs. Mais il faut recroiser ça derrière, alors peut-être. Je pense, je pense que ce sera aussi fiable. Après, je pense que ces éléments-là, on le retrouve aussi via peut-être la production, tu vois, si on a une année compliquée, c'est une année où on ne produit pas. Tout à fait. Donc, mais en croisant, on pourrait. Ouais, parce qu'on le sait intuitivement, on le sait parce qu'on sait que notre saison apicole a été compliquée, etc. Et après, le mettre en face et l'objectiver sur papier, c'est ça qui est compliqué, quoi. Ouais, alors donc par rapport à Omaha, je sais qu'on peut faire juste des simples déclarations, et sinon, si on veut des investigations éventuellement de terrain, on est dans le cadre de la troisième voie, on est limité à combien de potentiellement interventions de la part des vétérinaires? Aujourd'hui, en troisième voie, c'est pour les professionnels, c'est 3 visites dans l'année. Ça a changé depuis cette année, quoi.
Donc 3 visites, enfin voilà, si on utilise par exemple une visite pour investiguer à fond un cas de loc européenne, ça n'empêchera pas de pouvoir faire d'autres investigations au cours de la saison. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir l'enquête aux apiculteurs de loisirs qui, eux, peuvent peut-être prendre le temps sur des petits cheptels, et se servir des TSA de terrain quand ils en découvrent une, qui puissent se faire aider les petits porteurs par leur TSA pour quand ils ont un doute et les enquêter malgré tout. Est-ce que ce serait parlant? Est-ce que ça pourrait faire avancer les choses? Je me pose la question. C'est une bonne question. Vas-y, Gérald, je te répondre. Je pense que ça pourrait être intéressant à partir du moment où tu vas déclarer un cas de loc, il y aura un cas de loc identifié chez un petit possesseur. Je pense que pour le coup, il peut appeler Omaha, il a droit à sa visite. Et là, pour le coup, on aura une enquête consolidée avec le TSA et le vétérinaire. Le fait d'avoir ouvert aussi aux professionnels les plus de 50 ruches, c'est aussi une certaine connaissance de leur cheptel. Il y a l'impact quand même économique, etc. C'est pour ça qu'on voulait dédier. Et puis d'avoir des chiffres un peu parlants. Je pense qu'il faut beaucoup plus trier sur les petits cheptels. Et là, pour le coup, Omaha peut t'aider. Ça va donner quand même des résultats. Il y aura quand même des analyses. Ça va abonder un peu dans le sens que tu dis, mais de manière un peu plus consolidée. Parce que sur les informations qu'on peut retirer sur des petits possesseurs, on risque d'avoir une fluctuation vraiment de la donnée en termes de fiabilité. Parce qu'un petit possesseur qui commence, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui a une bonne expérience et qui connaît bien le cas de la loc européenne, par exemple. Et donc, ça va être beaucoup plus fluctuant chez les petits possesseurs, je pense. Donc là, pour le coup, je serais assez d'accord avec toi, mais au travers, par exemple, du dispositif Omaha, ce qui n'empêchera pas, éventuellement, derrière, de l'utiliser pour l'enquête, mais de manière consolidée d'emblée. Alors, ça sert aussi à ça, Omaha. Oui, d'accord. Et dans ces cas-là, il faudrait peut-être faire une sensibilisation sur vous avez des couvains qui ne sont pas propres au printemps ou en saison, n'hésitez pas à nous contacter, quoi. C'est vrai que quand on regarde Omaha, on est facilement appelé par les petits possesseurs de ruches pour des mortalités devant la ruche, des comportements anormaux. Les couvains, moi, quand je regarde les investigations qu'on peut faire en 44, c'est moins régulier parce que je pense que c'est, comme le disait Ludovic tout à l'heure, c'est moins détecté, en fait. Les colonies ne sont pas suffisamment ouvertes et puis des fois, ils passent à côté, quoi. Mais effectivement, ça serait génial de pouvoir compléter avec des données terrain, de cas à investiguer de A à Z, même chez des petits détenteurs de ruches, pour essayer d'identifier les facteurs de risque. On pourrait peut-être descendre le niveau, là, puisqu'on parle de 50 ruches, on pourrait peut-être le descendre à 20. Comme ça, on aurait un petit peu plus de répondants dans l'enquête. Parce que ce qu'a dit Ludovic, et éventuellement, concernant la loc, il y en a certains, ils passent à côté. Et le fait de passer à côté, c'est dommage. On pourrait essayer effectivement de descendre un petit peu le cursus. C'est vrai que déjà, quand tu as 20 colonies, c'est que tu as déjà un peu d'expérience en apiculture et que tu es censé les suivre largement plus, quoi. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est une bonne suggestion. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gérald. Gérald vient de partir. Je crois qu'il va partir. Mais, ouais. Il doit nous laisser, mais je pense qu'on pourra, c'est vrai, en rediscuter, voir si les moins de 20 ruches et puis de refaire une sensibilisation peut-être auprès des TSA aussi. Ce qu'on peut faire sur les moins de 20 ruches, ça serait, tu vois, de faire une enquête différente peut-être, un peu plus courte. Oui, peut-être quelque chose de différent pour les moins de 20. J'ai une question, est-ce que ce type d'enquête c'est étendu à d'autres régions pour pouvoir justement avoir un peu plus de données? C'est une bonne remarque. En fait, si tu veux, c'était une première initiative qui venait finalement du terrain parce qu'on avait quand même pas mal de remontées, de pros ou de semi-pros qui nous parlaient d'être impactés. Et c'est ce qu'on se constatait en tant que veto aussi sur le terrain, des problématiques de loc récurrentes et on était quand même sollicité là-dessus. Donc c'est parti de ça. Le questionnaire 2022, c'était une première ébauche. On a eu du retour quand même, 31 apiculteurs. Moi, je trouve que c'est quand même pas rien, même si voilà, c'est une première étape, sachant le nombre de professionnels qu'on a sur la région, c'est quand même pas anodin. Effectivement, il faut qu'on ait plus de représentativité, mais voilà. Mais c'est quelque chose que Johanna pourrait remonter au niveau national, qu'on a fait ce type d'enquête, et puis effectivement de voir si d'autres régions seraient intéressées pour ce type d'initiative pour élargir effectivement et comparer les données, quoi. Très bonne remarque. Oui, juste par rapport aux conditions de l'enquête de l'année dernière, je sais qu'on avait un petit peu pressé les professionnels. On n'a pas eu le temps de les préparer. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Ne le prenez pas pour une critique, mais il fallait, on les a un petit peu pressés sans leur
comment dire, en Sarthe, entre autres, hein, moi, j'ai pas pris le temps de les préparer à l'enquête. Vous allez recevoir une enquête sur la LOC. Et j'avoue que je les ai inondés de mails. Je n'ai pas pris mon téléphone et je pense qu'il aurait fallu faire une démarche pour avoir plus de réponses, avoir une démarche en amont pour les préparer à répondre et leur donner envie de répondre à l'enquête. Hein. Là, je pense que pour 2023, je vais sérieusement m'y atteler parce que quand on voit les résultats, on se pose plein de questions et c'est forcément très intéressant, je trouve. Et je prendrai plus le téléphone. J'ai un contact un petit peu plus, avec une année de plus, avec les professionnels qui venaient de rentrer, par exemple, l'année dernière, et leur donner l'importance, enfin, leur présenter en amont l'enquête en leur disant c'est important que vous répondiez de façon à ce qu'on puisse faire des bilans intéressants pour faire avancer et la recherche sur ces logs. On l'a lancé en mars, on leur avait demandé de répondre jusqu'à la mi-mai, mais finalement j'ai eu des réponses jusqu'au mois d'août. Donc, avec les relances qu'on a pu faire, je dirais que c'est une première enquête. Effectivement, ils s'y attendaient pas. L'OVS était un peu nouveau. Enfin voilà. Donc derrière, on a eu peut-être que 31 retours, mais c'est déjà, moi, je trouve pas si mal que ça pour une première enquête. Ce que l'on vous a peut-être pas dit, c'est qu'on a prévu du coup on a fait une feuille bilan un petit peu de ces résultats-là qu'on va communiquer. Aujourd'hui, on a invité tous les plus de 50 ruches, donc ils sont au courant de l'enquête, ils sont au courant qu'il y avait une restitution ce matin. Donc je pense que, comme tu le dis, voilà, on va essayer de les motiver un petit peu plus encore cette année, du fait que on a déjà commencé l'année dernière, on a des premiers résultats intéressants, et puis là, on relance l'enquête pour essayer de motiver davantage d'apiculteurs et d'avoir plus de résultats, quoi. Oui, oui. Je pense que c'est ce que vous dites là, c'est hyper important parce que moi, j'ai fait une petite formation sur la varoise samedi matin et la réaction de certaines personnes à la sortie m'a plutôt, entre guillemets, fait plaisir. C'est qu'il y en a, ça les a vraiment, je pense, sensibilisés à vraiment la problématique du varroa. Aujourd'hui, au risque problématique d'efficacité de traitement, de choses comme ça. Et il y en a, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'en cas de. Voilà, je dis, bon, il y en a vraiment, j'ai senti que ça les a vraiment sensibilisés. Et je pense que d'avoir un retour sur la LOC européenne, et là, moi, j'avais des gens qui avaient des petits possesseurs de ruches, et je pense que de sensibiliser tout le monde aux réelles problématiques qu'il y a aujourd'hui de LOC européenne, choses comme ça, je pense que de communiquer là-dessus, peut-être que ça va délier certaines langues ou que les gens vont peut-être être un peu plus curieux dans leur ruche et un peu plus attentifs. C'est pas une problématique réservée qu'à certains, entre guillemets, c'est vraiment une problématique large. Donc je pense que voilà, plus on va communiquer là-dessus, je pense que c'est peut-être faire bouger certaines personnes, quoi. Sensibiliser. Et puis c'est vrai que c'est ce qu'on disait, enfin c'est ce que tu dis, Ludovic, et c'est ce qu'on disait aussi à la réunion OMA qui a été organisée vendredi, c'est de se dire que pas rester tout seul face à des problèmes sanitaires, quoi. Il y a pas de tabou, tout le monde en a un moment, on est tous confrontés à un moment à un événement sanitaire, et OMA existe aujourd'hui, donc on a l'avantage de pouvoir les appeler, de ne pas rester seul devant ce problème-là. Alors la LOC européenne, c'est vrai que ça a été remonté énormément, donc c'est pour ça qu'il y avait eu cette enquête. Et je pense que les premiers résultats, c'est encourageant. Enfin, en tout cas, ça nous pose des questions. Ça donne envie de creuser, de continuer. Donc c'est très bien. Et en effet, là, d'en parler ce matin, de se dire que il faudrait plus l'ouvrir, qu'il faudrait plus sensibiliser, je pense que c'est aussi le but. Donc on va continuer dans ce sens-là. Ouais, Ludovic, je m'excuse, je réagis juste. Je crois que l'enquête que présentait Caroline au début, c'était il y a presque 10 ans. Alors peut-être Cléa, c'est ça, ou l'étude Cléa. Et Cléa, et Cléa, c'était 2018. C'était il y a 5 ans. Ouais. Non, par contre, c'est Epilobi. Epilobi, c'était il y a 10 ans. Epilobi, c'était l'enquête avec la prévalence et le nombre de ruchers impactés. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi que ça a dû fortement évoluer. Par contre, Cléa, c'était des études de cas particuliers, atypiques. Donc, c'est un peu différent. D'accord. Mais oui, je pense qu'en 10 ans, malheureusement, les choses ont évolué et je pense pas dans le bon sens. Maud et Caroline, est-ce que vous voulez rajouter un mot, peut-être, après, je sais pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais de dire que il y a OMA, il y a la possibilité de faire des investigations, de bien rappeler peut-être à tout le monde, mais ça on le rappellera peut-être aussi dans la communication qu'on va faire passer, qu'il y a une possibilité d'investigation, à condition d'être rapide, c'est ce que disait Maud tout à l'heure. Je sais pas, oui, Caroline et Maud, est-ce que vous avez peut-être des choses à ajouter
avant de conclure et de vous laisser? Non, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Moi, je retiens quand même que ça a suscité votre attention et que du coup, on peut reconduire cette enquête sur 2023. Donc après, en termes de timing, de préparation des apiculteurs, là, c'est vrai qu'il y a des questions sur qu'est-ce qui s'est passé au printemps 2023. Donc je pense qu'il faut qu'on attende un petit peu pour partager l'enquête. Catherine, tu disais qu'il fallait qu'on prépare un petit peu tout le monde, donc on peut peut-être envoyer déjà les résultats pour leur dire on vous sollicitera bientôt pour une enquête. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez du timing Oui, qu'il c'est faut bien ça. aussi. Oui, oui, c'est bien d'envoyer le résultat et en même temps, hop, on dit que l'enquête elle est reconduite pour 2023 et ça nous fait une bonne. Et du coup, on leur envoie l'enquête tout de suite et puis on fera une relance dans 1 mois ou 2. C'est ça que Oui, ouais. oui, par exemple, oui. Oui. Donc je pense que du coup, je pense qu'on peut conclure sur le fait que on poursuit les investigations et puis on essaye d'aller plus loin. Et comme le disait Jérôme, pourquoi pas essayer de partager ces résultats-là aussi au niveau national, que ce soit côté GTV que comme côté GDS, pour essayer de voir si cette initiative intéresse d'autres régions et si d'autres régions auraient déjà fait ce type d'enquête en local, quoi. Pour finir, si je sais qu'au niveau professionnel, les gens traitent directement le sujet eux-mêmes et parce que c'est rapide et parce qu'ils savent comment faire. Est-ce que vous, ça vous intéresse d'avoir justement les données des gens, ils n'ont peut-être pas envie de se lancer dans des démarches, mais au moins qu'ils disent, voilà, j'ai traité tant de ruches, etc., juste pour qu'il y ait un retour sur la quantité de traités et non déclarés. Enfin, si tu vois ce que je veux dire, Johanna. Alors, clairement, c'est oui, Ouais. le questionnaire, il s'adresse à tout le monde et à tous les cas qui sont gérés en autogestion, comme tu le dis. C'était le cas déjà l'année dernière. Donc après, voilà, on ne veut pas investiguer effectivement tous les cas de LOC européenne des Pays de Loire. Mais s'il y en a, notamment, tu vois, sur des cas différents où il y a de la récurrence, etc., dans les cheptels, où ça nous arrive de voir des ruchers où l'impact sur le rucher est énorme, ces cas-là sont hyper intéressants à investiguer. Mais l'ensemble des données remontées par les apiculteurs qui font en autogestion, oui, ça c'est clair, c'est déjà ce qu'on demande via le questionnaire en fait. Oui, il ne faut pas hésiter si jamais vous en connaissez ou si vous, voilà, de leur dire, de les sensibiliser, de dire qu'il y a un questionnaire et qu'en effet, s'ils n'ont pas envie d'y répondre, de ne pas hésiter quand même à nous envoyer un mail, à nous dire voilà, j'ai eu tant de colonies où j'avais des suspicions de LOC, j'ai pratiqué tel moyen de lutte, et puis après, on verra si on peut nous les recontacter pour pousser peut-être un peu plus loin les données et puis les intégrer dans ce qu'on aura dans l'enquête finale, quoi. Je pense que c'est intéressant, c'est d'avoir le maximum de données. De toute façon, c'est ça qui est recherché. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions concernant l'enquête, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin tôt.